la permaculture intégrale ou les outils de l'anarchie pratique. Continuons cette exploration des liens entre permaculture, approche intégrale et cette nouvelle piste, l'anarchie. J'ai défini dans la précédente vidéo plusieurs des strates de lecture possibles de ce que pourrait être la permaculture et les approches intégrales. Je n'ai pas précisé l'intérêt ou la nécessité qu'il peut y avoir à les fondre à l'heure actuelle. L'heure actuelle s'étendant jusqu'à une période indéfinie dans le possible futur de notre espèce ou de nos sociétés ou de nos planètes. En tout cas de nos planètes telles qu'habitées par une communauté complexe. Pour faire caricatural, la permaculture a commencé comme méthode d'agriculture, l'agriculture permanente. L'idée de l'agriculture permanente, avoir encore une base de support écologique permettant d'assurer la production alimentaire en corrigeant ce qui était perçu dans les années 70 comme étant les principales dérives, à savoir la mécanisation intense, l'excès de travail du sol, la perte de biodiversité autour des parcelles, la perte de diversité dans les productions elles-mêmes, appliquées aux parcelles d'agriculture intensive, saturation des sols en biocides, effondrement des milieux naturels autour, par les effets secondaires ou par les effets directs de ces biocides, cascade trophique, etc., etc. L'approche initiale de la permaculture, inspirée par le livre de Russell, je ne sais plus comment, Permanent Agriculture, l'idée c'est de pouvoir maintenir dans le temps, de créer une forme d'agriculture qui soit durable, qui soit soutenable, et éventuellement au fur et à mesure que le temps s'est déployé et que les dommages se sont accumulés, qui soit régénérative. Restaurative puis régénérative, une des échelles qu'on peut employer dans les milieux alternatifs entre les pratiques de prédation pure ou de destruction mutuelle en gros, les pratiques dites conventionnelles qui génèrent une forme de bénéfice pour un partenaire en endommageant le système ou en endommageant les êtres environnants, des pratiques plus ou moins neutres et ensuite des pratiques qui seraient plus bénéfiques. Et dans ces pratiques, on trouve toutes les notions de soutenable, un type de pratique qu'on peut maintenir un certain temps, résiliente, ça va être l'idée de pratiques qui sont capables de subir des stress importants et de retrouver l'état initial, de pratiques qui permettent à un milieu d'être résilient. Donc c'est plus les pratiques là qui se déformeront pour retrouver par élasticité leur forme initiale, ce seraient les pratiques qui permettraient de faire ça pour les milieux naturels ou sociaux. Au-delà de ça, on trouve, comme pour n'importe quelle autre approche sociale, comme pour la justice par exemple, on trouve des approches qu'on qualifiera de restauratives. Restaurative, on ramène un système à l'état dans lequel il était auparavant, l'état de bon fonctionnement dans lequel il était. Et les pratiques régénératives, elles, c'est des pratiques qui recréent la possibilité de générer du nouveau, de croiser des altérités pour produire des nouveautés. Donc c'est encore l'échelle supérieure, ça recrée, ça relance les processus de co-création. En tout cas, ça tend vers ça. Le détail de ces types d'échelles qu'on trouve articulées notamment par Christian Wall dans son livre Designing
designing regenerative design ou quelque chose du style, ne sont pas systématiquement définis exactement de la même manière dans tous les systèmes. Il n'y a aucune forme de dogmatisme encore. Les définitions sont des enfermements. Donc, c'est des enfermements, mais des enfermements nécessaires. On a besoin de projeter des formes dans l'océan pour pouvoir avoir l'impression de se communiquer ou de se montrer des choses. Sinon, on se montre juste l'absolu indéfini. Est-ce qu'un contenant est le seul à pouvoir capter quelque chose dans l'océan? Non. Est-ce qu'il capterait, chaque contenant capte des choses légèrement différentes? Oui. Est-ce que chaque personne ramène des choses aussi différentes en utilisant les mêmes contenants? Oui aussi, dans un grand nombre de cas. Donc il ne s'agit pas d'en faire, encore une fois, des outils qui deviennent des fins à défendre. Il s'agit de voir l'utilité que peuvent avoir ces champs d'approche. Donc la permaculture a commencé par appliquer plus ou moins toute l'évolution de ces approches-là au jardinage, puis à la culture à plus grosse échelle. Ou en tout cas, pas nécessairement la culture à plus grosse échelle, puisque dans les textes premiers, il y a une critique très très forte de l'agriculture de masse industrielle, et une suggestion que la fonction d'approvisionnement de ressources alimentaires, ou médicinales, ou artisanales et fonctionnelles, pouvait largement être reprise en charge par des petites échelles distribuées de jardinage plutôt que par des très très grands systèmes centralisés. Peu importe, l'approche de permaculture, on commence par la production alimentaire et la production de ressources dans ce qu'on appelle l'agriculture. Par constatation, très peu d'années, il apparaît clairement qu'il est impossible de changer un modèle agricole ou même un modèle de production alimentaire sans changer d'autres pans de ce grand tout qu'on va appeler la culture. Et la culture, là, ça va avoir aussi plusieurs approches. Tout un pan de la culture sera lié à des aspects objectifs, des aspects matériels. Donc, ce sera lié par exemple à l'économie, à tout ce qu'on reliera à la notion de société, sachant que les deux, culture et société, ne sont pas non plus généralement employés comme des synonymes. La culture peut être pensée comme le programme ou la personnalité ou l'aspect subjectif d'une société qui serait son aspect objectif avec ses mécanismes. La culture serait l'esprit et le cœur, et la société serait dans une large partie le corps et peut-être une partie de l'énergie. Dans cette approche-là, la strate suivante de la permaculture est la recherche des différents champs qui permettent le changement des structures d'approvisionnement en ressources alimentaires. Immerger dans une société, immerger dans une culture, changer un aspect, essayer de changer un petit aspect du jardinage par exemple, ne change pas l'effet global qu'avait l'accroissement de l'agriculture mécanisée, industrielle, employant de la chimie de synthèse pour la fertilisation autant que pour la gestion des nuisibles ou pathogènes. Donc la constatation est que si quelqu'un veut vivre par exemple imaginons un maraîcher qui veuille créer un autre système de production alimentaire, s'il n'a changé que son système de production et rien de son économie, rien de son système de relations sociales ou
ses modes de financement, etc., etc., il est très peu probable qu'ils réussissent à changer durablement le modèle de production. C'est un grand classique de la permaculture, ou de à peu près n'importe quelle approche, mais la permaculture est très très typique. Des gens qui changent de vie commencent à s'initier aux merveilles du vivant, aux bases de jardinage. Ils découvrent toute une série de systèmes. Ils découvrent notamment la permaculture, qui est une articulation de différents systèmes, qui est essentiellement une pratique de design, c'est-à-dire dans son fond une pratique de design et une pratique de création, d'application réfléchie de la créativité personnelle. Donc c'est une application directe de la sensibilité, la capacité à percevoir le monde, de la connexion, la capacité à se relier physiquement, émotionnellement, mentalement au monde, énergétiquement, spirituellement, et de la capacité, c'est plus que la capacité puisque c'est la propriété inhérente aux humains de créer. Donc tout ce qu'on appelle la créativité personnelle. La permaculture est une validation par des biais à la fois scientifiques, pratiques, traditionnels, éthiques, de cette évidence totale pour une bonne partie des cultures qui ont existé sur cette terre, ou avant les grandes structures hiérarchisées, que chaque être, à chaque instant, est et a un trésor unique, qui est lié à la combinaison unique de ses expériences, de ses capacités, de ses formes de sensibilité et de sa créativité. Le design, c'est une validation de ses capacités et un début de réentraînement ou un début de rééducation de capacités qui sont atrophiées par défaut d'usage et par narration collective d'inexistence ou d'impossibilité. Personne dans nos sociétés de consommateurs n'est éduqué à façonner son monde activement, ou même à le penser comme étant façonnable. Personne n'est éduqué à façonner le monde matériel, presque. À la limite, des gens dans le milieu agricole auraient plus de chances de commencer à voir comment on bidouille des outils, comment on bidouille des véhicules, etc. Par contre, il est très peu probable qu'ils aient gardé cette même souplesse créative pour la création de leur système économique ou la création de la co-création de systèmes vivants, de systèmes de production ou de systèmes vivants entourant leur production. Mais pourquoi est-ce qu'on perd ces capacités? Simplement parce qu'on n'a plus la notion qu'elles existent. Donc le fond de ce qu'est la permaculture dans son cœur premier, c'est juste une validation externe d'une capacité interne qui est aussi une part de l'essence interne de ce qu'est être un humain. Donc cette capacité à créer et façonner son monde, ou à le co-créer encore plus profondément, en interaction, en conversation et dans une diplomatie constante avec les autres êtres, nécessite une prise de conscience et une prise en compte et une responsabilité, donc une capacité de réponse, à des champs de plus en plus vastes. On prend conscience qu'on n'a pas d'autonomie alimentaire, qu'on dépend de structures sociales ou de structures sociales, structures politiques, structures économiques avec lesquelles on n'est pas en adéquation au niveau des valeurs. Et on va, mettons, découvrir quelque chose comme la permaculture ou la biodynamie ou l'agriculture biologique et commencer à
à façonner des manières physiques de produire notre alimentation. On continue dans ce domaine-là et on se rend compte que toutes les dépendances qu'on a au niveau de nos approvisionnements en argent, nos approvisionnements en moyens matériels, en énergie, créent d'autres chaînes de dépendance ou créent des limites à ce qu'il est possible de changer dans nos systèmes. Donc, quand je parlais des producteurs qui commençaient en permaculture, avant d'être détourné par mon esprit sinueux, la plupart des gens commencent à créer des systèmes complexes, très diversifiés, dans les formes, dans la quantité d'espèces présentes. Donc, je parle là pour des gens qui s'installeraient en maraîchage. Au bout de quelques années, très fréquemment, le charme de la découverte commence à s'éroder et les nécessités, particulièrement pour des gens qui ont des familles, les nécessités d'économiser du temps, d'économiser des ressources, d'atteindre des formes d'efficacité qui correspondent au mode d'écoulement des marchandises, pousse, si un système économique autre n'a pas été mis en place, ça pousse à revenir de plus en plus vers les formes précédentes ou les formes dites plus conventionnelles de production. Dans un système donné, ce qui marche, c'est ce qui marche déjà. Qu'est-ce qui fait que de nouvelles voies s'ouvrent? Des altérations du système. Des altérations économiques ont créé des changements majeurs dans les formes d'agriculture, majoritairement tels qu'on les perçoit pour le pire. Des possibilités d'aller dans d'autres directions avec toute l'inertie du système existant. Ça demande d'exercer cette créativité, ce trésor unique pour générer d'autres systèmes économiques, d'autres systèmes sociaux, d'autres systèmes de relations, éventuellement d'autres systèmes d'échange de biens et de services. Donc, un des sens élémentaires d'économie, ça peut être d'autres systèmes de financiarisation, d'autres systèmes de monétarisation, etc., etc. Donc le jeu entier de la permaculture, dans son développement historique, c'est une prise de responsabilité sur des strates de plus en plus profondes de ses fonctions vitales, existentielles et sociales, qui se couple avec une expérience collective d'échec. Évidemment, une expérience collective aussi de succès, mais les succès ont moins de... Les succès permettent la circulation sous forme de livres, sous forme de méthodes, etc., de tout un tas d'approches souvent techniques. Et là aussi, on verra qu'il y a des séries de limites et de petits problèmes. Le vécu d'une assez grande ou assez large partie des projets alternatifs, que ce soit collectifs, professionnels, les communautés volontaires, un assez grand nombre d'entre eux fait face à la vie, c'est-à-dire à des suites de crises. Et pour un certain nombre d'entre eux, ces crises mènent à la fin des projets. Et le pourcentage de fin des projets est assez considérable. À l'échéance sur la durée de vie, mettons, d'un concept comme la permaculture, qui serait là 2 ou 3 générations actuellement. Si on part imagine que Mollison commence à créer ses formes de synthèse dans les années 50, que l'expression ou la cristallisation avec l'aide d'Holmgren se fait dans les années 70, fin des années 70, la pleine croissance ou la diffusion par l'activité missionnaire de Mollison se fait dans les années 80-90,
2000. Ensuite, la popularisation vraiment très intense mondiale se fait sur toute cette période-là et s'accroît considérablement avec Internet et les années 2000, 2010. On arrive aux années 2020. Ce que j'avais appelé à l'époque le grand refermement du monde par le Covid, la première crise de qu'est-ce qu'on est prêt à faire réellement pour le vivant quand une menace possible à notre bien-être, à notre santé humaine, à notre vie se présente. Et on a une espèce de retournement assez majeur où, alors que les narrations scientifiques poussaient le microbiote et toute la révolution du microbiote en biologie depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, avec plus de 10 000 papiers par an produits en 2019. On se retrouve avec une culture entière des sociétés qui embrassent très très rapidement une narration biocide globale. Il paraît une évidence d'utiliser à grosse échelle, y compris aspergés dans les rues, des biocides divers et variés pour essayer d'éliminer l'attaque virale. Évidemment, en faisant des choses comme ça, on se débarrasse aussi. Imaginons que quelqu'un commence à employer massivement à l'échelle d'une ville des biocides, bactéricides, mais du coup, pratiquement tout étant construit de tout le reste, vous finirez inévitablement par avoir il n'y a pas l'existence de biocides spécifiques, c'est une illusion marketing à un certain niveau. Pas nécessairement au niveau technique, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait y avoir un type de produit qui va être considéré comme étant absorbé ou détruit, mais si on observe à une échelle complexe, ou une échelle systémique, l'emploi de produits qui sont faits pour détruire la vie a pour effet de détruire la vie et de commencer à abîmer certaines des chaînes trophiques internes ou externes. Donc ça marque par exemple un des grands moments de... Alors c'est complexe, les confinements ont marqué une grande vague d'intérêt renouvelé de personnes qui n'avaient peu de notions dans ces domaines-là vers des champs comme la permaculture ou tout le champ global des alternatives. La suite du monde post-Covid qui s'arrête avec le retour du monde en guerre, avec la guerre en Ukraine. Donc toute cette suite-là, elle ramène la vieille narration des adultes dans la pièce. Adults in the room en anglais. Les véritables débats quittent les élucubrations des idéalistes sur la réduction des gaz à effet de serre ou sur encore beaucoup plus, mettons, l'attention portée au vivant. Et la vague, la mode qui a porté par exemple la permaculture en France s'effondre, procède largement. C'est pas du tout que ce soit plus présent à certains niveaux. Quantitativement, c'est largement plus diffusé que ça ne l'a jamais été. C'est que le champ narratif et les vecteurs associés ont changé.
pratiquement personne, un petit peu au fait de la politique internationale moderne, ne pense que aucun pays, peut-être à part certains pays d'Afrique, ne va réorienter massivement son économie et sa structure interne ou politique ou sa structure agricole pour chercher à mitiger, encore moins à prévenir ou à régénérer les effets catastrophiques de l'érosion de la vie à toutes ces échelles, ce qu'on appelle en langage très très policé l'érosion de la biodiversité. C'est pas particulièrement une érosion, mais c'est pas la disparition non plus de décoration, c'est le massacre de la vie. C'est pas un grand phénomène naturel, c'est un phénomène actif, volontaire, de pillage pour des fins, on pourrait dire les fins d'une espèce, mais même pour les fins de systèmes ou de micro-parties de systèmes économiques. Et ces groupes d'intérêt qu'on porte tous en nous, puisqu'on y participe tous d'une manière ou d'une autre, poussent à finaliser le travail de nettoyer le terrain. En dehors des milieux alternatifs, et y compris dans les milieux alternatifs, les grandes narrations d'associations de la propreté, de l'asepsie, de la conformité sociale, de la sécurité, ont réexplosé comme c'était visible depuis assez longtemps. Et chaque individu participe assez activement en général à cette érosion globale du vivant, en rasant ses jardins jour après jour, en réduisant la quantité totale de photosynthèse possible sur Terre, en réduisant la taille du panneau solaire global, soit par l'emprise au sol, de plus en plus de maisons, de plus en plus de béton, soit par le fait de remplacer des jardins végétaux par des jardins minéraux, soit par le fait de remplacer des strates arborées élevées qui démultiplient la surface développée plane au sol dans des strates en 3 dimensions. Et pour le contrôle, pour la sécurité ou pour la propreté, dans bien des cas, si les gens ont gardé des jardins végétaux, ils ont réduit largement les strates maximum. Le coût de l'immobilier, le coût des travaux, etc. fait que personne ne veut avoir un grand arbre qui chute sur sa maison. Les habitudes culturelles, les modes de vie font que les gens veulent plus de soleil que d'ombre. Et on voit de manière très très large. Je sais que le « on » est toujours une très mauvaise indication de précision. Imaginons que ce soit qu'une narration, vous pouvez tester autour de vous, discuter ou aller rencontrer ou aller observer ce qui se produit dans les jardins. Au moins une partie de ce qui est observable correspond à cette narration. La réduction de la vie. Donc, derrière toutes les méthodes techniques, derrière toutes les méthodes de gestion, toutes les méthodes logistiques, les méthodes économiques, etc., la permaculture s'est retrouvée année après année obligée de creuser plus profondément. Un grand nombre de lieux s'est effondré pour des problèmes de communication. Et du coup, on a commencé à voir toutes les notions de permaculture humaine qui, encore une fois, étaient alors beaucoup plus que la permaculture elle-même, qui est une méthode synthétique d'articulation de différentes spécialités entre elles. Des domaines comme la permaculture humaine souvent ont juste été
l'appropriation ou la mise ensemble sans articulation particulière et sans vraiment de design de méthodes venant juste d'autres disciplines. Par exemple, l'emploi très large dans les modes de communication, de la communication non violente, de pratique d'intelligence collective. Il y a des séries d'approches comme ça qui ont été agrégées ensemble, souvent sous le nom de permaculture humaine. Une véritable approche de permaculture humaine prendrait une diversification beaucoup plus grande du nombre et de la diversité des pratiques incluses. Aussi intéressante que soit chacune de ces pratiques et aussi profonde soit-elle, d'ailleurs aussi individuée soit-elle, le fait de s'approprier en donnant un nouveau nom des champs de pratiques déjà assez clairement définis pour en faire des morceaux, mettons, de la permaculture en rajoutant juste la petite étiquette humaine derrière permaculture. C'est une pratique qui est à la fois discutable dans son approche éthique ou même commerciale, et qui l'est pratiquement encore plus par rapport à une forme de cohérence au reste du système de la permaculture. La permaculture se veut l'usage de la perception sensible, informé par une forme de culture suffisante, d'intérêt suffisant porté à des domaines, de communication assez large par la lecture, par l'apprentissage, par les échanges, pour interpréter les perceptions d'une manière qui puisse permettre la création d'un système spécifique à chaque situation. D'un système d'ailleurs souvent relativement à l'idéal souple, non dogmatique. Il n'y a pas de réponse au problème en permaculture. Il y a une observation attentive et documentée et pluridisciplinaire, pluriperspectivale des situations pour tendre vers des réponses plutôt que des solutions. Des réponses, c'est cette idée de continuer une communication. Le milieu où les autres interagissent, apportent tels et tels aspects. Et à tout cela, si on est attentif à ce qui est dit, si on garde un espace de vide qui peut se faire imprimer, impressionner, on va pouvoir apporter non pas des solutions. Solutions, ça amène l'idée de dissoudre un problème, ce qui n'est jamais quelque chose qui pourra se produire. Mais on apporte une nouvelle phrase, un nouveau chapitre dans la coécriture du grand roman collectif. Cette approche des besoins de la permaculture qui fait face à des problématiques pratiques, matérielles, techniques, puis de plus en plus à des problématiques organisationnelles, informationnelles, communicationnelles, puis qui fait face graduellement aux problématiques de fond personnelles, les problématiques psychologiques, les problématiques du trauma, les problématiques de
nos formes de programmation culturelle et de nos vécus. Tout ça, ça marque une nécessité constante d'expansion, d'inclusion de nouveaux aspects. Inclusion de nouveaux aspects tant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Des changements d'échelle constants. Et une nécessité de faire fonctionner ensemble à la fois ces différentes échelles, ces différentes perspectives, mais aussi tous les différents outils qui sont apportés, toutes les expérimentations qui peuvent être ou qui ont été apportées à la recherche globale. De ce besoin-là, qui est constant et qui ne s'arrêtera jamais. De ce besoin-là, la permaculture peut être considérée comme étant de nature une approche intégrative et une approche du coup intégrale, dans le sens spécifié évidemment dans ma première vidéo, intégrale comme culture permanente. Si c'est pris comme un état et un absolu, c'est évidemment de manière constante une absurdité. Il n'y a rien qui soit permanent dans un sens d'éternel ou de constant. Et il n'y a rien qui soit intégral sans inclure la totalité de l'univers et devenir totalement inapplicable. Un ensemble infini contient l'intégralité de tout, mais ne sert plus à rien. C'est la même chose que d'employer, dans l'analogie d'employer des genres de nasses rigides pour saisir des parties de l'océan. Si le type de nasse qu'on emploie, le type de système qu'on emploie pour essayer de saisir et donner forme à l'infinité des possibilités ou des perceptions, si le filet est aussi grand que l'océan, il y a peu d'usage. Le sujet est imperceptible ou inutilisable pour la pensée analytique en tant que totalité. La pensée analytique a besoin de plus petits composants. Si on imagine que vous essayez de prendre tout l'océan et de remplir l'océan avec des petits vases, avec l'idée qu'on va réussir à couvrir tout le volume de l'océan. De manière générale, dans cette approche-là, où la congruence ne sera jamais parfaite, etc., où le fond de l'océan est inconnu, s'il y a un fond, tous les ensembles de contenants, de frontières, de cadres qu'on va mettre dans l'océan ne feraient que révéler les infinités de vide et de circulation qui opèrent entre tous ces cadres. L'intérieur de ces cadres perdrait leur eau et des quantités entières de l'océan, l'écrasante majorité, seraient constamment en train de fluer entre ces cadres. Sans parler du fait que l'océan éroderait, dissolverait ces cadres, dissoudrait ces cadres. Donc, dans cette approche-là, par nature, la permaculture a besoin c'est pas qu'elle ait besoin des approches intégrales telles quelles, c'est qu'elle est une approche intégrale. Comme à certaines échelles, je mentionnais dans des vidéos autres, toutes les grandes approches unificatrices du langage, toute approche de dictionnaire, toute approche encyclopédique, etc., toute l'approche scientifique qui cherche à
non seulement agréger toutes les connaissances sur le monde, mais à trouver comment les articuler ensemble pour les faire fonctionner, ou au minimum les cartographier dans un ensemble qui fait sens. Tout ça, c'est aussi déjà des approches intégrales. C'est des approches intégrales qui correspondent dans des champs de lecture comme la théorie intégrale de Wilber ou les approches intégrales, mettons, de Gebser. Ce serait la science telle qu'on l'a décrit, en tant qu'immense catalogue et en tant qu'immense tentative d'articulation ensemble de tout, serait une approche intégrale rationnelle. Ce serait le niveau intégral appliqué au rationnel. Le niveau rationnel appliqué au rationnel serait juste la fragmentation, l'analyse, la dissection du monde en toutes ses parts constitutives. Les grands catalogues ou des grands inventaires du monde seraient une première approche rationnelle ou mentale. Toute approche qui commence à tendre vers une synthèse globale et vers une tentative d'intégrer tout ce qui existe, donc de les faire fonctionner ensemble ou de les cartographier ensemble ou de les pas seulement de les inclure mais de les faire vivre ensemble. Tout ça, c'est déjà ce que j'appelle l'élan intégral, qui est le complémentaire de l'élan fragmentaire, par exemple, ou de l'élan archaïque. Ce qu'on appelle l'élan archaïque, là, c'est la fusion, la dissolution dans le grand tout, dans une grande unité indifférenciée et indivise. Donc, pourquoi la permaculture aurait besoin des approches intégrales comme celle par exemple mentionnée par Gebser ou la théorie intégrale de Wilber? Dans les champs entiers qui ont été totalement laissés de côté, il y a tout le champ des narrations collectives. Donc, tout ce qu'on va appeler les mythes, les contes, les religions. C'est pas laissé de côté, c'est pas ignoré par exemple par Mollison. C'est mentionné dans le Designer's Manual. Mais il y a cette idée que par exemple tout le champ de la spiritualité, tout le champ de l'exploration des états de conscience, etc. est quelque chose qui est intégralement privé, individuel, ce qui est en partie tout à fait vrai. Les arguments de Mollison sont toujours aussi valides maintenant qu'à l'époque. Mais là encore, comme pour à peu près tout, on se retrouve, quand on zoome ou qu'on survit, à observer le jeu des polarités et des complexités. Il y a dans la religion une capacité à tisser une narration collective vécue à travers des rituels, à travers des pratiques, ou à travers des initiations, des mystères, etc., qui est un pan manquant fort des sociétés modernes. Les sociétés modernes étant actuellement en phase d'atomisation. Et le rationnel étant en phase de régression, soit vers des formes resserrées, l'outil, le scalpel qui est employé pour disséquer le monde finit par refuser l'existence du monde non disséqué. Donc ça, ce serait le rationnel, le scientifique qui se transforme en scientisme. L'autre approche, c'est la régression du rationnel vers les formes qualifiées de mythiques ou de magiques, soit dans les structures narratives, soit dans les structures de conscience, ou archaïques. L'archaïque, c'est quelque chose qui a été rencontré à d'assez nombreux moments dans différentes formes. Dans des formes spirituelles, c'est la notion que toute la vie incarnée, la vie manifestée est globalement une erreur, et que
le fond de la vie spirituelle est la dissolution de ces contenants qui nous séparent de l'océan. Là, les contenants en question sont les contenants qui nous donnent forme pour nous-mêmes, les structures d'identité. Donc la narration dans les approches, partie des approches non duelles, mais c'est encore assez souvent imprécis, mais une partie des spiritualités tend à la dissolution, à la disparition de l'expérience de vie. En cela, interpréter de l'extérieur une partie des spiritualités est perçue comme un suicide, et perçue comme étant des formes de nihilisme un petit peu détournées. Là encore, toujours d'immenses... toute lecture d'un système de l'extérieur apporte des interprétations qui sont toujours complexes. Il n'est pas du tout dit que les gens qui vivent certains de ces types de spiritualité perçoivent ça comme ça. Et on peut voir ça dans des sectes où les gens se suicident collectivement. La narration interne de ce qui est en train d'être vécu peut être complètement différente. Les gens peuvent avoir l'impression qu'ils sont en train de faire un voyage vers une autre dimension. Et malheureusement, personne n'a de moyens sûrs pour pouvoir valider ou invalider ce qui se passe, d'autant moins que toute une partie de ce qui se passe est vécu dans une perspective totalement subjective. Donc, il est possible qu'une partie des sectataires qui se suicident le fassent en ayant une illumination spirituelle de grand niveau et en mourant dans leur meilleur état d'être. Donc, la permaculture, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin des approches intégrales? Parce qu'elle est incomplète dans l'appréhension de toutes les strates de ce que peut être et faire un humain. Incomplète n'est pas du tout une critique. Une approche synthétique n'est jamais complète. Si elle est complète, elle est morte. La permaculture en tant que catalogue est un danger important. Si vous avez une boîte de Lego et que cette boîte de Lego nourrit votre créativité personnelle, elle-même au service de votre sensibilité, de votre relationnalité, votre capacité à vous connecter aux êtres, à interagir avec eux. Vous pouvez créer avec un plus grand nombre de Lego, un plus grand nombre de diversités de structures qui correspondent à des co-créations plus riches pour un plus grand nombre de situations. Maintenant, si la boîte de Lego détermine la totalité de tout ce que vous pouvez faire, d'autant que si la boîte de Lego est faite de grands blocs déjà montés et que les seules choses que vous puissiez faire avec votre système, c'est prendre les blocs et essayer de les coller dans les lieux ou les situations où vous percevez un besoin, l'efficacité ou le fluide, le flow, le mouvant de votre système est très très en carence. Il est beaucoup trop figé dans ces blocs, dans ces définitions. Un système qui serait trop peu défini, genre un système qui prend toutes les échelles, c'est un danger immense des approches. Par exemple, une approche de permaculture intégrale doit inclure dès le début son ombre potentielle. Donc ces ombres, ces aspects inconscients, ces angles morts, ces effets secondaires, toute tentative d'intégrer de plus en plus de choses et de faire fonctionner ensemble des choses va créer un système
beaucoup plus complexe, qui peut immédiatement saturer s'il n'est abordé que de manière mentale. Donc les formes de critique qui seraient articulées contre des approches rationalistes, disséquantes du monde, quand elles sont en quasi-monoculture, se trouveraient à l'identique juste inversé pour le pôle opposé. Une société où ce qui serait mis en avant serait exclusivement ce que maintenant on appelle la pensée systémique, les pensées larges, la pensée holistique, etc., se trouverait avec un défaut l'équivalent d'un défaut visuel. D'un côté, vous devenez myope, de l'autre, vous devenez astigmate ou presbyte. Il va vous manquer un type d'accommodation. Et tout le grand jeu d'être cultivé au niveau perceptif, c'est d'avoir développé un assez grand nombre de modalités de perception et les moyens de passer de l'une à l'autre, tous les moyens d'accommoder, de s'adapter. Une autre approche est d'avoir une complémentarité interpersonnelle ou interspécifique. Une personne ou un être se spécialise énormément dans la focale, dans le zoom, un autre dans le généralisme, un dans une spécialité. Là aussi, la limite de tout système de complémentarité sociale, qui est de toute façon totalement nécessaire, sera la capacité à s'entendre. Étant donné que deux personnes se spécialisant dans une perception du monde diamétralement opposée et qui ont potentiellement le plus à apprendre les uns des autres parce qu'il leur manque le type de sensorialité que l'autre a développé, étant donné que ce qu'ils développent c'est une vision du monde intégralement différente et diamétralement opposée, il sera difficile pour eux, au fur et à mesure qu'ils deviendront de moins en moins capables de percevoir ce que l'autre perçoit, il sera difficile pour eux d'envisager que ce que l'autre perçoit n'est pas juste une illusion ou une erreur. Donc on se retrouve dans les problématiques auxquelles on fait face dans nos sociétés de spécialisation. Chaque spécialité est totalement aveugle à ce que peut lui apporter la diversité et à ce que peut lui apporter notamment son opposé ou ses opposés. Donc, ça va conclure l'aspect nécessité des approches intégrales pour la permaculture. Je vais quand même aborder rapidement ce que j'appelle permaculture. Donc, une approche culturelle et transculturelle est nécessaire à des domaines comme les approches intégrales. Les approches intégrales, ce sont, donc imaginons la théorie de Wilber, la plus connue dans les temps récents, s'est développée dans un contexte interculturel très particulier, un contexte historique particulier, dans toute la période de la montée de la contre-culture, l'opposition à la culture dominante traditionnaliste ou puritaine américaine qui suit la Seconde Guerre mondiale, et qui est aussi une remise en question entre guillemets du scientisme. C'est l'essor dans l'évolution interne des sciences, l'essor des approches cybernétiques, des approches systémiques, des approches écologiques, écosystémiques en tant que science. C'est-à-dire que c'est le grand dézoom de ce qu'on appelle la science, avec la constatation de l'importance et l'omniprésence de patterns récurrents qui ne sont observables qu'à des très 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 grandes quantités de réitération. Donc toutes les approches de théorie du chaos, de théorie de la complexité, etc. etc.
la vie interne de la structure narrative ou de la structure de conscience mentale rationnelle la fait tendre au fur et à mesure vers une intégration de plus en plus d'aspects, tant qu'elle ne se contracte pas autour de ces petites définitions d'un moment, et elle passe par de sa phase rationnelle, on pourrait trouver un moment où elle commence à se déconstruire, à s'analyser elle-même, donc à passer par toute la phase pluraliste relativiste, se diversifier, ramener des nuances dans ses narrations, ramener de la diversité aussi potentiellement dans ses narrations, percevoir les biais sociétaux, culturels, etc., qui sont associés aux méthodologies et aux postulats. Donc là, soit il y a aussi une atomisation, une désagrégation par zoom, par atomisme dans la connaissance, on peut arriver à faire exploser totalement des systèmes ou des sociétés. Donc la seule alternative à cela, si les différences ne sont pas des modes d'exclusion qui vont complètement couper les communs et les possibilités de communication et de communauté, la seule possibilité, c'est de prendre toute la diversité, de voir comment elle peut être cartographiée, comment elle peut être structurée, organisée ensemble pour vivre ensemble ou être ensemble ou fonctionner ensemble. Et on retombe sur les notions d'approche intégrale. Les approches intégrales sont des approches... Les approches intégrales ne sont pas intégrales si elles n'incluent pas des approches pratiques. La théorie intégrale, initialement, a comme focale les pratiques spirituelles. Mais les pratiques spirituelles qui n'intègrent pas l'activisme spirituel, la traduction de ce qu'on perçoit dans la spiritualité, dans le mode de vie directement, dans les manières de produire, dans les manières de se nourrir, dans les manières d'interagir, dans les manières de communiquer, va inévitablement finir comme une espèce de croyance ou de credo qui fait qu'une partie des gens peut se percevoir comme supérieure ou se concevoir comme supérieure juste parce qu'elle est informée d'un modèle de narration du monde, alors que, de manière générale, elles se font intégralement par exemple dans les structures économiques existantes. Les approches intégrales développées en tant que business, c'est pas de critique particulière sur le fait que les gens fassent cela, mais en gros vous vous retrouvez avec un type de narration du monde qui est né d'une strate sociale, d'une couche de la population, et qui se répand majoritairement au sein de cette même couche, qui se répand relativement peu dans les classes sociales défavorisées, dans les minorités ethniques, ou non pas qu'elle ne soit pas utile ou qu'elle ne soit pas un apport riche, y compris pour des gens comme ça, et non pas que personne ne la prenne, mais si vous faites des stages ou des formations à plusieurs milliers de dollars sur des points totalement obscurs de développement spirituel, il y a peu de chances que ça se diffuse. Que ça se diffuse jusqu'à des strates de la société qui éventuellement en auraient plus besoin. Et là, on se retrouve avec les champs de contraintes du milieu universitaire, par exemple. S'il faut des dizaines de milliers de dollars pour que les enfants accèdent aux strates supérieures d'éducation, la société sera immédiatement stratifiée par classe sociale, et de plus en plus.
ou par sexe, ou par tout ce qu'on peut vouloir comme les approches intégrales ont un grand besoin d'intégrer le design, c'est-à-dire l'application d'une intention et d'une capacité créative informée par une sensibilité au monde. Imaginons quelque chose comme la théorie intégrale de Wilber, elle a besoin d'être façonnée, changée, d'être designée en fonction des besoins des différentes populations pour différents usages. Et elle a besoin d'être traductible dans des actions réelles. Et la permaculture est un système très très utile pour ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les intrications entre permaculture, enfin entre approche intégrale et permaculture, mais le temps court. Passons à un élément qui n'a pas été mentionné pour ne pas faire des titres à rallonge infinie. Dans la notion de permaculture, dans une précédente vidéo, j'ai mentionné l'immensité de contenu qui peut être inclus dans le mot culture. Passant de culture physique, culture énergétique, culture spirituelle ou cultivation dans les approches taoïstes, jusqu'à la culture du jardin, en passant par le culte, les types de vénération, les types de liens à des unités intégrantes, narratives ou ressenties à plus grande échelle, ou le culte rendu à d'autres êtres, à des lieux. Dans cette approche-là, la culture est, dans une espèce d'approche systémique par échelle, la culture est un sous-composant de l'ensemble plus vaste de toute la création des altérités par genèse, de tout ce qu'on appelle la nature. L'ensemble de tout ce qui est né, l'ensemble de tout ce qui va naître ou est en train de naître, de tout ce qui va naître, et l'ensemble de tous les processus de naissance. Donc tous les systèmes par lesquels des altérités se rencontrent pour donner naissance à de nouvelles altérités. Un des systèmes majeurs de reconnexion à la nature est aussi un des systèmes majeurs de régénération de la culture, ou de culture régénérative. Donc c'est toute l'approche qui a été nommée Eight Shields auparavant, jusqu'à la relative disparition du mouvement durant le Covid, possiblement en réponse à toutes les frictions interculturelles qui sont articulées autour de ce qu'on appelle, nous, de manière extrêmement floue, les vagues woke ou les vagues de ce qu'on appellerait de réaction identitaire. Peu importe, là encore une fois, les perspectives vues de l'extérieur sont généralement jugées sous un biais ou un autre. Peu importe la cause, le fait est que l'énorme mouvement collectivement appelé Eight Shields a disparu sous cette forme-là et s'est fragmenté en plus petites unités qui ont gardé des formes de liens qui probablement ont assez sévèrement réduit en échelle. Le Covid a été, sous des formes ou d'autres, le grand diviseur, comme toute narration de pandémie.
est appelé à l'être. Donc tout ce pan-là, tout le pan de la régénération culturelle, tout le travail immense de John Young et de tous les gens qui, sur des décennies, ont travaillé avec lui, des ancêtres, des lignées, des lignages qui nourrissent le projet, depuis Tom Brown qui est mort il y a peu de temps, jusqu'à tous les mentors amérindiens, africains qui ont soutenu le développement du projet H-Hills. Ça, c'est aussi une part qui est une part non négociable d'un maintien de quelque chose qui a un peu de sens au niveau de la permaculture. Sans la connexion à la nature, la permaculture est du design aveugle qui va essayer d'imposer sur une page perçue comme vierge des modèles mentaux. Et des modèles mentaux qui cette fois-ci sont perçus comme étant les bons. La permaculture, est intégrée au modèle des H-Hills. Elle fait partie de l'association des directions, des 8 directions à des contenus symboliques, analogiques ou pratiques, intègre déjà le design, la conception dans un des rôles du cycle de la vie, qui est principalement celui des anciens. C'est associé à la direction du Nord. À un niveau, la permaculture elle-même serait déjà un zoom sur ce plus grand contenant que serait l'approche globale des cultures, et notamment l'approche régénérative des cultures. Là aussi, comme pour la permaculture, toute fixation sur une forme unique, prédéfinie, prédéterminée, parfaite, et une destruction du modèle. Ça, c'est pas une destruction du modèle, c'est une consolidation du modèle avec une perte du vecteur. La quête ou la recherche de permanence dans la culture, y compris la recherche de qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la recherche de qu'est-ce que peut être la permaculture, qu'est-ce que ça peut signifier, à quoi ça peut servir, comment ça peut s'appliquer, etc., à l'échelle individuelle, collective, sociétale, doit être à un niveau, un mouvement continu. Au moment où vous savez ce qu'est la permaculture, au moment où vous avez parfaitement défini ce qu'est l'art que vous pratiquez, cet art est mort. Il doit, et de toute façon, il contient de manière inhérente l'infini indéfini. Le vide relatif, l'unité, l'infini défini, et ensuite toutes les polarités, toutes les dualités. Les polarités étant les trinités qui réunissent les dualités. Donc, peu importe les détails, je ne vais pas élaborer là-dessus. La permaculture a un besoin vital, absolu de la connexion à la nature. Elle a largement des intuitions dans les vieux textes, notamment dans les approches de Mollison et dans une partie des approches d'Holmgren. Il y a une intuition de ce cadre plus vaste que peut être les fonctionnements de culture qui ont permis à des êtres de se maintenir ensemble dans des petites unités et dans des milieux sans les dévaster sur des millénaires, ou sans les dévaster aux échelles où nous on a réussi à le faire. Tout le champ des techs, la traditional ecological knowledge, etc. Tout le champ de l'anthropologie, tout le champ des expérimentations vécues
non pas seulement des anciennes cultures, mais de toutes les communautés alternatives ou autres ayant existé depuis les hippies. Si vous remontez et que vous cherchez vraiment un champ complet du domaine, ce qui serait mon conseil personnel, une étude de toutes les formes monastiques, une étude ou une pratique vécue. Évidemment, la même personne ne peut pas faire ni une étude, ni une synthèse, ni une pratique vécue de tout une fois encore. Donc une fois encore, toute l'approche que je propose, prise comme un absolu ou quelque chose auquel on doit arriver, est immédiatement condamnée. Prise comme un vecteur, une direction, une intention, là, elle est non seulement très utile, mais elle est totalement nécessaire. La même chose qui peut vous sauver peut vous tuer. Donc c'est pas seulement cette idée que le poison est dans la dose, parce que la dose aussi implique cette notion qu'il y a déjà une dose prédéfinie fixe à ne pas dépasser, et que si on a le bon dosage exact, si on a notre yin-yang et qu'on divise exactement en deux de manière, on colle une moitié de blanc, une moitié de noir, là le système sera parfait. C'est pas du tout la réalité des arts du mouvement ou des arts fluides. Les pratiques vécues de la vie ou de la fluidité impliquent le surf. Tout est mobile. C'est une réadaptation, une renégociation, une recréation constante. Aucun système ne se fige. Les accords qui ont permis de stabiliser une situation relationnelle, à quelque échelle que ce soit, à un moment donné, vont être compromis par de nouveaux événements, par de nouveaux arrivants, par une génération suivante, etc., etc. Et ça, c'est soit intégré et inclus, soit c'est ignoré, exclu, hors du champ de conscience et agissant comme une espèce de coup de poignard final caché dans une grande partie des projets. Un petit mot pour finir sur l'anarchie. Donc là, on rentre dans les termes associés à la politique, là, immédiatement les couteaux sortent. Anarchie, dans le sens que j'emploie, c'est la polarité complémentaire de la centralisation. De manière générale, dans les champs politiques, vous avez une opposition entre la centralisation dite étatique et la centralisation, par exemple, la politique états-unienne fascinante, la centralisation des pouvoirs privés. Dans le vécu réel, l'une et l'autre ont tendance à se soutenir. Les très fortes centralisations de matière, d'énergie, d'information, de population, de culture, les très fortes monocultures, ont à peu près toutes les mêmes effets. Et l'effet est ambivalent. Sans agrégation et sans concentration, il n'y a pas d'existence. Chacune de nos existences ou chaque existence d'entité autour de nous implique une relative centralisation et concentration et une relative un appauvrissement relatif du milieu autour. Pour que mes potentialités d'être s'expriment, pour que mon possible s'exprime, il faut que j'ai vidé de potentialités ou de possibles les autres choses qui pourraient être à ma place. La problématique est toujours la même, c'est un grand surf. Maintenant, comme notre compréhension, nous, rationnelle, donc divisée en morceaux, des morceaux qui sont classés et comparés, cherche à établir qu'est-ce qui est le bon et qu'est-ce qui est le mauvais, ou qu'est-ce qui est plus ou qu'est-ce qui est moins.
on arrive à une petite problématique, c'est que on arrive à des débats publics gigantesques ou d'immenses partis basés sur centralisation étatique contre centralisation entrepreneuriale ou centralisation de ressources individuelles. Les grands barons, les barons voleurs par exemple, contre l'État qui est la seule entité théoriquement collective qui puisse les réguler un petit peu, mais dans l'autre sens, un État qui devient policier, qui devient castrateur des possibilités individuelles et qui ne peut être contré que par des rassemblements, des centralisations d'individus ou des centralisations de pouvoir de certains riches personnages qui pourraient essayer de contrer les faits. Dans ce jeu, en réel, le spectre ne couvre pas du tout l'ensemble de la polarité. Une centralisation étatique très forte et une centralisation entrepreneuriale forte. Pendant longtemps, la centralisation étatique représentait quelque chose de plus vaste, mais si vous allez maintenant dans les transnationales ou les choses comme ça, on peut tout à fait imaginer que les centralisations entrepreneuriales soient des entités qui dépassent les États. Le pôle opposé que je propose dans un modèle de balance, c'est pas la centralisation, c'est la distribution. Donc c'est le modèle de distribution, matière, énergie, information, population, etc., etc. Une fois encore, si ce modèle ou si cette direction, cette polarité devient un absolu, vous êtes en train de dissoudre toute structure en permanence, mais y compris toute structure d'existence. C'est-à-dire que l'idéal absolu de la désagrégation et de la distribution, c'est la mort anthropique. Vous distribuez la chaleur en tant que résidu jusqu'à ce que vous créez une trame égale. Alors il y a plein de choses à dire sur la trame égale qui peut être perçue comme retendre un filet qui a été déformé par un événement. L'événement a créé toute une centralisation dans le filet, un resserrement des mailles, etc. Au moment où l'événement se dissipe, la distribution de la chaleur ou la distribution globale qu'on observe dans tous les phénomènes physiques, le rééquilibrage, la redistribution des charges électriques, etc., ça peut être perçu aussi non pas comme le phénomène de mort anthropique, mais comme le fait de retendre un filet qui va pouvoir ressaisir des perturbations qui vont se présenter de n'importe quel endroit ou de n'importe quelle source. Donc, peu importe, l'anarchie dans cette approche-là, l'absence de tête, l'absence de centre, là la tête est prise comme un exemple de centralisation de fonctions d'organisation, centralisation des informations, centralisation des pouvoirs de décision. C'est une analogie pratique d'une spécialisation de fonctions. L'absence de tête signifie que le corps récupère à la fois sensibilité, capacité de décision, une partie de capacité d'acquisition de ses ressources, etc. Ces types d'approches sont constamment employés en pratique dans des approches d'art interne, d'arts martiaux, ou de choses comme ça. Vous cherchez à rendre la main intelligente dans n'importe quel... Vous cherchez consciemment ou pas, n'importe quel artisanat, n'importe quel art va chercher à ramener la sensibilité dans la main, dans le pinceau, ramener une partie de la conscience. Tout ne peut pas passer par
un processus centralisé. Alors, je sais que au niveau neurologique, etc., on pourra avoir d'immenses remises en question de phrases comme ça. Mais là, peu importe ce qui se produit réellement, le réellement lui-même serait techniquement quasiment impossible à démontrer. Dans les pratiques, de manière récurrente, on cherche à amplifier le contrôle central et à rééquilibrer en distribuant le ressenti. On prend n'importe quelle sensation et on la diffuse jusqu'à ce qu'elle ne devient pas égale, parce que le ressenti de respiration sera généralement beaucoup plus fort dans votre système respiratoire que dans vos pieds. Et pourtant, ça n'empêche pas de chercher à avoir une sensation du mouvement, initialement des vagues de pression dans les fluides jusqu'aux pieds, et ensuite d'autres approches plus subtiles. L'anarchie, dans le type de modèle que je propose, c'est la polarité de décentralisation puis de distribution, éventuellement jusqu'à distribution égale. Ce n'est absolument pas le bien par rapport au mal de la centralisation. J'espère que cet aspect-là est rendu clair. La centralisation est inévitable pour que quelque chose se manifeste. Si la centralisation continue, vous arrivez dans les narrations, par exemple les narrations conventionnelles, ou vos standards de cosmologique, vous aurez cette approche d'un effondrement gravitationnel. La gravité, la force qui fait que tout ce qui peut jouer ensemble veut jouer ensemble, ramène les éléments matériels, les agrège, les condense. Passer un seuil, en théorie, l'effondrement gravitationnel, c'est le moment où l'attraction et la masse cumulée de toute l'agrégation est tellement forte qu'elle dépasse les forces cohésives des atomes eux-mêmes et crée une énorme réaction nucléaire qui est censée engendrer tous les problèmes de cosmogénèse, enfin toutes les suites de cosmogénèse. Donc là, il y a d'innombrables débats là aussi sur comment est-ce qu'on génère une pression dans un milieu qui est vide. Bon, en théorie, toute surpression sera immédiatement distribuée vers l'extérieur. Peu importe, là c'est juste le champ narratif, sert juste d'histoire permettant de percevoir cette notion. Les choses se concentrent et les choses se distribuent. Et la vie s'organise entre ces deux mouvements. La fixation dans un des mouvements, une espèce d'anarchie absolue, sans aucune forme de centralisation, sans aucune forme d'agrégation, sans aucune forme... Une anarchie absolue dans cette approche-là serait aussi une distribution totale de la matière, de l'information, etc. Créerait une homogénéisation totale. Donc vous arrivez vers les concepts absolutistes du communisme, qui, comme le concept absolutiste d'accaparement, le concept absolutisme de communisme, ne peut pas se manifester dans un monde matérialisé, réel, différencié, et deux, une absurdité. Une absurdité, je ne parle pas d'un modèle politique ou de choses comme ça, mais dans le concept pur d'égalité absolue ou de communisme absolu. Si tout est intégralement partagé par tout, de manière égale, à tout niveau, alors votre monde vient de mourir. De l'autre côté, si tout est intégralement accaparé par un petit nombre d'entités ou à terme par une seule entité, par la plus grande entité, alors votre monde est mort aussi très 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 rapidement. Le jeu, charge, décharge, concentration, dissipation, distribution. Le pourquoi de l'importance
de l'anarchie maintenant. Phase de concentration colossale, concentration de population, concentration de pouvoir dans les mains d'un nombre d'individus infime, dans les mains d'un nombre d'espèces infimes, concentration de focalisation d'attention quasiment que sur soi, à toutes les échelles. Je, mon pays, mon espèce, ma race, mon truc, ma couleur, mon camp, mon parti, mon genre, mon idéologie. Dans l'atomisation, tous les mouvements se retrouvent eux aussi à toutes les échelles. Il y a une atomisation du monde individualiste avec une diversification quasiment infinie de l'information. Et dans cette atomisation, le fait d'avoir des très très grosses concentrations identitaires est pratiquement une négation de la possibilité de société, de la possibilité de vivre ensemble, d'alliance, d'amitié. L'anarchie est liée immédiatement à la permaculture par son approche première. La directive première de la permaculture, selon Mollison, est de prendre sa responsabilité sur la vie, sa vie personnelle et la vie de ses enfants, et de le faire maintenant. Responsabilité, l'habilité ou la capacité à répondre peut se décliner en tant que capacité à répondre à des questions parce qu'on s'intéresse à quelque chose, qu'on apprend dessus, qu'on observe d'abord, qu'on communique avec les autres, capacité à répondre à des situations par la compétence, par l'expérience, par le fait de se mettre en avant pour agir, capacité à répondre socialement parce qu'on prend l'autorité de nos actions, on en fait le choix, du coup on est capable d'emporter la responsabilité sociale. Donc voilà, ça va être tout pour maintenant. Merci à l'auditeur égaré.